Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau point presse. Nous commencerons avec un point sur les actualités du ministère des Armées. Nous passerons ensuite au focus thématique dédié cette semaine à la participation française au mécanisme de supervision du cessez-le-feu au Liban. Dans ce cadre, nous accueillons le général de brigade Guillaume Ponchin, représentant de la France au sein de ce mécanisme, et M. Quentin Janté du Quai d'Orsay. Le général Ponchin présentera le rôle de la France et détaillera les actions menées en coordination avec l'ensemble des parties prenantes, dont la FINUL. Nous poursuivrons avec le point sur les opérations militaires françaises présentées par le capitaine de frégate Sébastien Collard-Digrand, adjoint au porte-parole de l'état-major des armées. Enfin, dans le prolongement du point presse de la semaine dernière et en complément des interventions de l'armée de terre et de la marine nationale, nous accueillons aujourd'hui le général de division aérienne Pierre-Stéphane Weiss, sous-chef activité de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Il dressera les enseignements stratégiques tirés par l'armée de l'air et de l'espace 3 ans après le retour de la guerre de haute intensité sur le sol européen en Ukraine. Avant de commencer les actualités, un retour sur la visite officielle du ministre des Armées Sébastien Lecornu en Estonie lundi dernier. Le ministre s'est rendu à Tallinn à l'occasion de la fête nationale estonienne, dont il était l'invité d'honneur. Il a assisté à la parade militaire, au cours de laquelle des troupes et véhicules français ont défilé aux côtés des canons César récemment acquis par l'Estonie. Sébastien Lecornu a échangé avec une partie des 400 militaires français déployés dans le pays dans le cadre de la mission Lynx de l'OTAN. Dans un deuxième temps, le ministre s'est entretenu avec le ministre de la Défense estonien, avec lequel il a ensuite coprésidé une visioconférence portant sur le soutien à l'Ukraine et la sécurité européenne. Cette discussion a réuni une dizaine de leurs homologues, dont le ministre ukrainien de la Défense Roustem Umerov, ainsi que des représentants de l'UE et de l'OTAN. Ce même lundi 24 février, la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, Patricia Miralles, s'est rendue à la base navale de Toulon pour la cérémonie de départ de la mission Jeanne d'Arc 2025. La cérémonie a eu lieu sur le pont d'envol du porte-hélicoptère amphibie Mistral, déployé avec la frégate de type Lafayette Surcouf pour cette mission de formation des officiers élèves de l'école navale. La ministre s'est ensuite rendue à La Valette du Var afin de visiter les travaux de construction d'une future maison Athos, menée à l'initiative de l'Union des blessés de la face et de la tête. Le dispositif Athos, partie intégrante du plan blessé 2023-2027, est l'une des réponses apportées par le ministère pour accompagner la reconstruction des militaires et anciens militaires victimes de stress post-traumatique. Son objectif est la réhabilitation psychosociale du blessé, avec la possibilité d'une réintégration institutionnelle ou d'une reconversion professionnelle civile. Passons maintenant aux actualités, avec plusieurs activités de préparation opérationnelle menées par nos armées. Du 2 au 14 mars, un A400M de l'escadron de transport 461 Béarn de la brigade aérienne d'assaut et de projection, la BAP, stationné à Orléans, participera à l'exercice international ETAP-C pour European Tactical Airlift Program Course. Organisé en Espagne, à Saragosse, par l'European Tactical Airlift Center, ETAC, cet exercice est l'occasion de former les équipages transport de plusieurs nations européennes au vol tactique, à l'interopérabilité et de les préparer à un contexte d'engagement de haute intensité. Le second volet de l'exercice se tiendra du 28 avril au 10 mai sur la base aérienne 105 d'Évreux, avant un exercice majeur organisé par la BAP au mois de novembre. Du côté des forces terrestres, notons que les réservistes de la 5e compagnie d'intervention de réserve du 19e régiment du Génie se déploieront du 3 au 7 mars en terrain libre, en Alsace, dans le cadre de l'exercice Camargue. Organisé en milieu civil, cet exercice sera rythmé par une série de mises en situation. Objectif, mettre en pratique les savoir-faire de franchissement et de combat de la réserve opérationnelle du 19e RG. L'exercice se clôturera par le franchissement de nuit du lac de Krut, suivi de phases de combat, au cours desquelles les réservistes devront s'emparer des villes de Krut, Odderen et Fellering.
en mer, au large de Toulon, une mine navale a été mise à feu à proximité de la frégate de type Lafayette Courbet dans le cadre d'un essai de choc ce mardi 25 février. Cette expérimentation a été menée par la Marine nationale afin d'éprouver la résistance de ces bâtiments, de leurs équipements, et renforcer la préparation des équipages dans un contexte, là aussi, de préparation à la haute intensité. La mine navale était représentative des menaces susceptibles d'être rencontrées par nos bâtiments en opération. Son explosion, réalisée à bonne distance de la frégate, a permis d'en évaluer les effets sans porter atteinte à son intégrité. La sécurité des usagers de la mer et la préservation de l'environnement ont fait l'objet de mesures spécifiques au préalable et durant l'essai. Je pense que nous pouvons avoir une vidéo, quelques images. Si c'est possible, on l'envoie, voilà. Le Courbet est préparé à l'effet de choc. 3, 2, 1. Ordre de la position de sauvegarde. La Direction générale de l'armement concourt, elle aussi, à la préparation opérationnelle de nos armées en les équipant. Dernier exemple en date, au cours du mois de février, la DGA a achevé la livraison de 2000 jumelles de vision nocturne Benix au profit de l'armée de terre. Développées et produites par Thales, les jumelles Benix sont dotées de 2 oculaires. Elles remplaceront à terme les jumelles Onyx dotées d'un seul objectif. Les nouvelles jumelles augmentent le champ de vision, permettent une vision stéréoscopique et facilitent la progression de nuit sur terrain accidenté ainsi que la conduite de nuit. Outre l'entraînement et le matériel, l'alimentation joue un rôle essentiel, naturel, dans le bon accomplissement de leur mission par nos unités. C'est justement pour mettre en valeur sa fonction restauration qu'à l'occasion du Salon international de l'agriculture, le ministère des Armées participe cet après-midi à 2 actions particulières. Une table ronde de 16h à 17h sur le stand du label Bleu Blanc Cœur, à laquelle participeront 2 représentants du commissariat des armées et de l'économat des armées. Ils échangeront sur l'organisation de la restauration dans les armées, les grands défis, les engagements futurs pour une alimentation durable et de qualité pour les militaires. Autre action à 18h, dans le cadre de la 6e édition des trophées nationaux acheteurs et fournisseurs agri-local. Le groupement de soutien commissariat de Verdun se verra remettre un trophée pour son engagement en faveur d'une alimentation locale et durable au sein de ses restaurants collectifs. Restons dans le domaine culinaire en signalant ce concours militaire international organisé du 26 février au 7 mars au fort Greg Adams de l'US Army aux États-Unis. Le premier maître Yannick, en service auprès de l'amiral commandant la force océanique stratégique, et M. Julien, cuisinier du groupement de soutien commissariat de Brest et ancien sous-marinier, y portent haut les couleurs de notre pays. Événement culinaire militaire prestigieux, ce concours donne l'occasion à ce binôme civilo-militaire de faire rayonner la gastronomie française outre-Atlantique. Le directeur central du service du commissariat des armées, le commissaire général hors classe Olivier Marcotte, se rendra pour l'occasion aux États-Unis afin de rencontrer ses homologues du soutien aux forces armées tels que la Defense Logistics Agency ou le Combined Armed Support Command de l'US Army. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher du Conseil Communication, la direction centrale du service du commissariat des armées. Des calories, pour le coup, les légionnaires vont en dépenser ce 6 mars lorsqu'ils réaliseront une marche képi blanc dans la région très escarpée de la ville espagnole de Ronda en Andalousie. À la fin de cette marche, les jeunes légionnaires se verront remettre leur célèbre képi blanc, symbole de leur appartenance à la Légion étrangère. Un défilé des légions françaises et espagnoles à Ronda clôturera la journée. C'est la première fois qu'une remise de képi blanc aura lieu hors des frontières françaises. Première fois également que cela sera organisé avec la Légion espagnole. Cette séquence témoigne ainsi du rapprochement
entre le 4e régiment étranger, le 4e RE de la Légion étrangère française et le Cuarto Tercio espagnol. Quelques jours plus tard, le 11 mars, la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac accueillera pour la première fois les rencontres Féminisons les métiers de l'aéronautique et du spatial, organisées par l'association Aérométiers. Cette 4e édition vise à ouvrir des perspectives professionnelles aux jeunes filles vers des carrières encore trop souvent perçues comme masculines. Plus de 300 collégiennes, lycéennes et étudiantes découvriront au cours de cette journée la richesse des métiers de l'aéronautique, du spatial, de l'aéroportuaire, de l'aérien et de la défense. Elles auront accès au stand de présentation des formations et métiers de l'aéronautique. Elles assisteront à des démonstrations statiques d'aéronefs militaires. À partir de 15 h, des tables rondes rassembleront plusieurs intervenantes du secteur aéronautique pour favoriser la transmission et le partage d'expériences intergénérationnelles. Pour plus d'informations, je vous invite à contacter le CIRPA Air et Espace. Autre exemple de l'engagement du ministère des Armées en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, la délégation à la transformation et à la performance ministérielle, la DTPM, organise le 5 mars à l'Innovation Défense Lab à Paris un événement intitulé « Dynamiter le plafond de verre, la solidarité au service des parcours » à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, et actuelle présidente de l'association Femmes at Numérique, animera notamment une conférence sur la promotion de l'égalité des chances dans le numérique. La solidarité et la sororité seront également au cœur des échanges avec, notamment, le témoignage d'athlètes olympiques et paralympiques sur contrat avec le ministère des Armées. Les journalistes souhaitant participer à cet événement peuvent s'accréditer auprès du SGA. J'en ai terminé avec les actualités. Avant de passer au focus thématique, avez-vous des questions ? Si vous n'avez plus de questions, nous passons donc au focus thématique. Le 27 novembre 2024, l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban a rendu au pays un espoir de paix après des semaines de combat. Rendu possible par l'action de la France et des États-Unis, cet accord prévoit un mécanisme de supervision avec pour mission de surveiller le respect du cessez-le-feu aux côtés de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL. Co-actrice de ce dispositif aux côtés des États-Unis, la France y est représentée par le général de brigade Guillaume Ponchin, à la tête d'une équipe interministérielle, la Task Force CEDRE. Celle-ci appuie au quotidien les efforts de déconfliction au Liban. Le mécanisme soutient et accompagne la FINUL dans la coordination des mouvements de redéploiement des forces armées libanaises dans le sud du pays et du retrait des forces de défense d'Israël. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole au général Ponchin afin qu'il vous présente plus en détail les missions et l'organisation de ce dispositif essentiel pour la paix dans la région. Guillaume, c'est à toi. Merci. Je remercie le général Cluzel pour ces quelques mots introductifs. Concernant la Task Force CEDRE, je suis ravi de m'adresser à vous ce matin, d'abord, rentrant de Beyrouth depuis 36 heures, pour un sujet qui est effectivement important. Donc, depuis le 3 décembre, j'occupe les fonctions de représentant français au sein du mécanisme de supervision de cessation des hostilités au Liban. Et donc, je suis, dans ce cadre-là, à la tête de la Task Force CEDRE, une structure de circonstances basée sur des compétences engagées dans l'urgence, quelques jours après la signature de l'accord du 26 novembre, et qui agit dans un cadre politico-militaire très international. Mon équipe est basée à l'ambassade de France à Beyrouth, c'est une particularité. Elle travaille au quotidien dans le mécanisme qui est dirigé par les Américains au titre de la supervision de l'accord. Alors je souligne que la Task Force CEDRE, c'est une part supplémentaire de l'engagement français au Liban. Elle agit à côté de nos camarades de la FINUL ou d'autres camarades qui agissent dans diverses formes de coopération et de partenariat au profit des Libanais. Suivante. Avant toute chose, je vais vous décrire brièvement
le mécanisme, celui-ci se présente sous la forme d'une structure nodale de coordination et d'amélioration des connexions entre les parties libanaises et israéliennes, afin de permettre le respect du cessez-le-feu et l'accomplissement des engagements pris par les deux parties dans le cadre de l'accord. Donc ce n'est pas un état-major, c'est bien une structure nodale de coordination. Cette structure répond à un besoin de confiance et de crédibilité, et son action se traduit concrètement par des médiations quotidiennes entre les forces libanaises et israéliennes, avec l'appui de la FINUL, qui œuvre également sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1701. Alors l'accord du 26 novembre comporte 13 articles, et il stipule notamment que seules les forces militaires et les forces de sécurité officielles du Liban, appuyées par les casques bleus de la FINUL, doivent être déployées dans le sud du pays. À cet effet, vous le savez, il prévoyait dans son article 12 le retrait de l'armée israélienne du Sud-Liban et simultanément le retour des forces armées libanaises, les FAL, dans un délai de 60 jours. À l'échéance de ce délai, comme vous le savez aussi, cette période a été étendue au 18 février dernier et nous n'avons pas à ce stade de nouvelle échéance, mais le travail se poursuit. Suivante. Alors, suite à la conclusion de l'accord du cessez-le-feu le 26 novembre, le principal axe d'effort du mécanisme a été d'éviter la reprise des hostilités à grande échelle, grâce à un dialogue quotidien entre les parties, en complément de l'action de la FINUL sur le terrain. Le travail du mécanisme s'est donc articulé autour de 4 phases. Une première phase qui a permis de monter en puissance, au cours de laquelle chaque partie a participé à l'élaboration d'un plan commun, tout en menant de nombreuses réflexions pour mieux comprendre comment le mécanisme pouvait interagir, pouvait fonctionner, en tirant parti des structures existantes et en créant de nouvelles connexions. Donc la carte qui vous est présentée, c'est la carte du 27 novembre. Vous voyez bien que l'armée israélienne occupe ce qu'on appelle la zone Charlie, et l'armée libanaise est dans un reliquat de zone, mais qui est quand même assez important. Suivante. Alors une deuxième phase a permis au mécanisme de consolider la planification des modalités de retrait israélien et la réimplantation des forces libanaises, notamment dans la partie occidentale de la zone sud du Litanie. Cette période correspond environ à mi-décembre, mi-janvier, et c'est la partie en haut à gauche, vous voyez le vert foncé, qui est la zone reprise par les FAL progressivement, donc en bas à gauche, et puis en haut à droite, dans la partie Kiam. Une troisième phase qui a été celle de la relance à partir de mi-janvier, suite à plusieurs visites politiques de haut niveau, tant françaises qu'américaines au Liban, et aux réunions du mécanisme, qui a changé l'échelle des mouvements en l'élargissant à l'ensemble de la zone sud, de la zone Charlie, grâce à la mise en place d'un système de zones de notification et de déconfliction, c'est-à-dire d'espaces dans lesquels les mouvements des deux parties étaient permis plus facilement, moyennant l'information du mécanisme et son autorisation, évidemment, pour éviter les tirs entre les parties. Donc c'est la planche en bas à droite. Vous voyez toutes ces zones hachurées en verte. Ce sont des zones dans lesquelles, évidemment, les deux parties évoluaient, et donc il y avait une forme de dynamisme qui était maintenue. Suivante. Enfin, une dernière phase, après le 26 janvier, qui a permis le retrait quasi total des forces israéliennes le 18 février et la récupération des forces armées libanaises au sud-Liban, tout en poursuivant le démantèlement des infrastructures militaires et des armes illégales au sud-Liban par les FAL. Je souhaite insister devant vous sur l'implication soutenue des forces libanaises dans la mise en œuvre des conditions de réalisation du cessez-le-feu, en particulier dans les efforts pour collecter et neutraliser les structures et les équipements militaires des groupes armés non étatiques, ainsi que pour éviter toute escalade en faisant appel au mécanisme et à la FINUL en cas de risque jugé trop important. Les forces libanaises ont effectué une série de missions pour enlever, classer, détruire les armes et autres équipements militaires découverts sur le terrain, dans la totalité de la zone. Ce travail minutieux est régulièrement documenté et des rapports sont transmis via les réseaux de communication du mécanisme, ainsi que des photos géolocalisées de chacune des actions menées sur le terrain. Parallèlement à ces actions, visant à remplir leurs obligations de désarmement et en phase avec le retrait israélien, les FAL se sont inscrits dans une dynamique de contrôle de zone dans le sud du Litanie. Une manœuvre d'une ampleur sans précédent qui prendra encore du temps, et j'en partage avec vous 3 raisons. D'abord, une mobilité tactique réduite en raison des destructions survenues. Certaines zones ont été rendues difficiles d'accès. Ensuite, la prise en compte des risques liés à la pollution. De nombreuses zones sont encore très dangereuses en raison de la présence de mines, d'engins explosifs improvisés, d'obus non explosés et de pièges. Un travail minutieux est donc
effectuées quotidiennement par les FAL, qui doivent avancer prudemment dans les différentes zones afin de procéder à la dépollution. Enfin, le maintien des forces de défense israéliennes sur 5 polygones, estimés de leur part stratégique, contraint les FAL dans l'accès aux abords de ces zones pour des raisons de sécurité évidentes et les oblige à dédier une partie de leur effectif à la sécurisation des accès à ces zones que vous voyez matérialisées par les petits triangles jaunes et les petits drapeaux israéliens sur la carte qui vous est présentée. En effet, depuis le 18 février, les forces libanaises ont pris possession de l'immense majorité de la zone sud de Litanie, permettant à la population de revenir progressivement dans leur village. Ce retrait des forces israéliennes et la reprise du terrain par les forces libanaises ont été conduites au travers d'une planification coordonnée par le mécanisme, avec des échanges constants avec les parties concernées. Le mécanisme a également valorisé le travail de dépollution réalisé par les FAL au Sud-Liban, qui renforce la crédibilité de l'action du nouveau gouvernement libanais en matière de sécurité sur l'ensemble de son territoire. Suivante. Dans le cadre du maintien du cessez-le-feu, l'action combinée des membres du mécanisme a permis de réaliser plus de 1200 actions de déconfliction ou de médiation entre les parties, menées jour et nuit depuis le 26 novembre. À ce stade également, plus de 170 actions de désarmement d'installations militaires illégales ont été réalisées par les FAL dans le cadre du mécanisme, qui en parallèle ont poursuivi leur action de manière autonome et ils ont réalisé plus de 250 destructions. En termes de perspective, la Task Force CEDRE au sein du mécanisme poursuivra ses efforts aux côtés des Américains et en coordination avec la FINUL pour que chaque partie respecte ses engagements initiaux, à savoir que les forces de défense israéliennes se retirent de l'ensemble du territoire libanais et que les forces libanaises soient les seules forces armées au sud du Litanie, à l'exception de toute autre force. Il s'agit de permettre le retour de la pleine souveraineté de l'État libanais dans ses composantes régaliennes sur l'ensemble de son territoire. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre aux questions. Merci Guillaume. Des questions en salle? Merci Irina Bassiste, le Monitor. Si j'ai bien compris, il y a vous, la Task CEDRE qui est située à l'ambassade et il y a la FINUL qui est sur le terrain. Est-ce que vous pourriez expliquer de façon peut-être un peu moins militaire, plus civile, qu'est-ce que vous faites à l'ambassade? Est-ce que vous recevez des plaintes et vous décidez qui a tort, qui a raison? Comment ça fonctionne exactement? Et comment, si vous êtes à l'ambassade, comment vous travaillez avec les Américains? Qui reçoit les plaintes? C'est vous? C'est eux? C'est ensemble? Merci. Merci. L'ambassade, c'est simplement le lieu où nous logeons, comme les Américains sont à l'ambassade américaine. Donc c'est simplement le lieu où nous travaillons. La FINUL est bien sur le terrain. Comme j'ai dit, nous ne sommes pas une structure de commandement, on est juste une structure de coordination. Les plaintes sont enregistrées par les Américains et les Français. Les plaintes elles sont déposées par les Libanais et les Israéliens dans le cadre de ce mécanisme. Et nous, en fait, on a une action notariale. L'accord ne nous donne pas de prérogative de classer la plainte ou bien de l'attribuer, d'attribuer la plainte ou de classer cette plainte en disant elle est vraie ou elle n'est pas vraie. Donc on n'a pas ce pouvoir-là. Ça ne fait pas partie des missions qui ont été données au mécanisme dans le cadre de l'accord du 26 novembre. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous faites? Vous recevez la plainte et qu'est-ce que vous faites? C'est juste enregistré? Ce n'est pas une question cynique. Je veux juste vraiment comprendre comment ça fonctionne. Merci. Oui. Je vais donner un exemple pour peut-être mettre un peu de concret dans tout ça. On va prendre par exemple un détachement israélien qui rentre sur le territoire libanais. La plainte nous est communiquée par les Libanais. Nous nous adressons aux Israéliens, nous leur demandons ce qu'ils font là et nous leur demandons de se retirer pour respecter leurs engagements. Si ça vient de l'autre côté, les Israéliens détectent de l'armement du Hezbollah à un endroit, une activité militaire du Hezbollah à un endroit, la plainte est transmise au mécanisme. Nous agissons vers les FAL et nous demandons aux FAL d'aller neutraliser l'armement du Hezbollah qui est à un endroit identifié. Et nous assurons ensuite que le travail est réalisé. Comment c'est partagé entre vous et les Américains? C'est partagé à travers des boucles de communication entre nous et une documentation qui circule sur les réseaux avec des photos, des films.
Bonjour, Hussein Kneber, la chaîne Al Arabiya. Face aux violations quasi quotidiennes par l'armée israélienne de cessez-le-feu et qui font souvent des victimes parmi les civils libanais, quelles sont les possibilités de réaction pour le mécanisme et pour la France, qui est un acteur historique au sein de la FINUL depuis 1978, ce qui n'est pas le cas des Américains. Merci. Je vais prendre la première partie de la question sur les violations présumées, alleged violations en anglais. Nous, on regarde ce qui nous est donné comme information par les deux parties. Et encore une fois, lorsque nous pouvons intervenir pour faire cesser la violation, à travers nos boucles du mécanisme, nous réalisons ce travail-là. Les violations quasi quotidiennes, c'est une énorme difficulté. Je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, mais l'accord du 26 novembre comporte un certain nombre d'articles qui rend cet accord soumis à l'interprétation des parties, comme on dit. Et donc c'est très compliqué de déterminer si à la fin c'est une violation ou pas une violation, ou c'est simplement l'application de l'accord avec la compréhension de l'accord par l'une des parties. Donc c'est pour moi très compliqué. En tout cas, ça ne fait pas partie de mes prérogatives de dire c'est une violation ou c'est pas une violation. Nous, ce que l'on essaye de faire, je le dis depuis le début, la priorité du mécanisme, la priorité absolue, c'est d'empêcher la reprise des hostilités à large échelle sur le Liban, sur éviter que se reproduise la situation qui prévalait encore au 25 novembre, avec une centaine de frappes israéliennes par jour sur le Liban. Je pense qu'il faut bien mesurer où nous étions. C'est pour ça que je me suis permis de vous montrer ces cartes-là. Et puis ensuite, une fois qu'on a vu d'où est-ce qu'on est parti, on regarde où on arrive aujourd'hui et on essaye d'avancer. Peut-être un complément sur le plan politique, parce qu'il y avait une question sur la partie française. Est-ce que vous voulez réagir, monsieur le conseiller, sur qu'est-ce que la France fait pour... Merci beaucoup, Général. Ce qu'il faut avoir en tête sur les violations, les violations supposées ou les violations dénoncées, c'est que tout ça s'inscrit dans un cadre plus large, qui est le cadre d'une action diplomatique et politique pour permettre à l'État libanais de restaurer pleinement sa souveraineté. Ça se traduit par ce qui est fait au niveau du mécanisme de surveillance, évidemment, mais ça se traduit aussi par des efforts diplomatiques, notamment vis-à-vis des Israéliens et des Américains, avec qui on a un dialogue assez intense qui a aidé, je pense, au niveau politique, à faire en sorte qu'il y ait ce retrait quasi total maintenant du territoire libanais. Et ça se traduit aussi par un soutien très très fort aux dynamiques politiques qui sont en cours à Beyrouth, qui ont permis l'élection d'un nouveau président de la République, la formation d'un nouveau gouvernement qui a reçu la confiance du Parlement hier, d'une équipe ministérielle objectivement extrêmement compétente, qui a un programme de réforme assez ambitieux qu'on va soutenir, et du renforcement de l'État libanais en général, et des forces armées en particulier. Et c'est par cet effort général de restauration de la souveraineté qu'on va aussi permettre de mettre fin à ces violations, parce qu'elles n'auront plus lieu d'être à partir du moment où l'État libanais sera pleinement maître chez lui, ce qui est une dynamique qui progresse, mais qui évidemment est encore un travail de long cours. Bonjour, Suniva Rose de National. J'avais une question par rapport au mécanisme. Une fois que vous remarquez la violation présumée, est-ce qu'il y a un moyen de renvoyer cet enregistrement de la violation aux Nations Unies, ou est-ce que vous êtes en lien avec les Nations Unies ou pas du tout? Et enfin, combien de violations présumées avez-vous enregistrées en fait de chaque côté depuis novembre? Est-ce que vous pouvez donner un chiffre? Merci. Merci. Pour les violations, je vais y revenir rapidement. Je ne vais pas donner de chiffres, mais je vais répondre quand même bien à la question. Il y a deux types de violations. Il y a les violations de la 1701, la résolution 1701, et il y a les violations de l'accord du 26 novembre. La FINUL rapporte toutes les semaines à New York de l'ensemble des violations qu'elle constate, qu'elle documente. Et donc c'est tout à fait documenté précisément, et c'est envoyé à New York toutes les semaines. Donc c'est très complet. Très complet. Ils ont les moyens techniques sur le terrain qui leur permettent véritablement de documenter de manière sérieuse ce travail-là. L'accord du 26 novembre est un peu, jointe un petit peu la 1701. Donc, on a choisi avec le général Jeffers, on a choisi véritablement de ne pas nous concentrer véritablement sur ce sujet des violations qui est très bien couvert par la FINUL, véritablement. La FINUL et les Nations Unies ont pris ce sujet à bras-le-corps depuis le début, et ils sont extrêmement vigilants, en fait. Nous, notre travail, je me permets d'insister là-dessus depuis le début, c'est de permettre le retrait des Israéliens,
permettre le retour des Libanais. Et encore aujourd'hui, je rentre de Beyrouth, c'est le cœur des préoccupations des Libanais, que la totalité de leur territoire leur soit restituée. Et ça a été un effort monumental pour réaliser ce à quoi on n'est pas venu aujourd'hui. Hein, je souhaite quand même que tout le monde ait bien conscience qu'on part bien d'une situation de guerre, de guerre intense, la guerre la plus intense qu'ont connue ces deux pays depuis très longtemps, et qu'aujourd'hui on est dans une situation qui n'est peut-être pas idéale, mais qui a en tout cas permis, comme l'a dit le conseiller, en parallèle la suite du processus politique libanais, et qui donne des gages assez sérieux d'espoir pour le Liban. Bonjour mon général, Pierre Julien, indépendant et aérospace. J'ai peut-être pas tout compris, mais est-ce que vous avez, vous, les moyens directs d'intervenir en cas de violation effective, démontrée, documentée, notamment de la part de Tsahal, ou alors êtes-vous une courroie de transmission auprès de l'armée libanaise et de la FINUL pour, elle, intervenir? Et juste une question supplémentaire par rapport au fait que vous êtes situés, vous, Français, à l'ambassade, les Américains, eux, à l'ambassade des États-Unis. Vous n'avez pas un lieu commun pour vous, pour justement travailler ensemble sans passer par tel ou tel moyen de communication, même si je pense que vous avez des rencontres quotidiennes. Merci. Je commence par la fin. Pour le lieu commun, ça aurait été peut-être idéal. En tout cas, ce qui fonctionne bien et qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, c'est le système aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas uniquement prendre la place de Beyrouth. Il y a aussi Tel Aviv, il y a aussi Nakoura, il y a aussi les forces armées libanaises dans leur quartier général. Donc en fait, au XXIe siècle, nos systèmes de communication nous permettent de travailler quand même tous les jours de manière très efficace comme ça. Évidemment, vous en doutez, je rencontre mes homologues américains plusieurs fois par semaine, comme mes homologues libanais. Mais la question, évidemment, je la comprends tout à fait. Sur la partie des violations documentées de Tsahal ou d'ailleurs, on n'est pas une courroie de transmission parce que je trouve que ce terme-là est très péjoratif. On est bien dans une logique d'action, et j'ai essayé de vous le montrer à travers les cartes. On est bien dans une logique d'action en permanence. Mais aujourd'hui, d'où part-on? On part de personnes qui ne veulent pas, voire qui ne peuvent pas se parler. Vous savez que constitutionnellement, les Libanais n'ont pas le droit de parler aux Israéliens. Donc si on ne fait pas ce travail qui est essentiel pour permettre aux gens de se parler et pour avancer sur le terrain, on serait encore à la situation du départ. Et donc on est beaucoup plus qu'une courroie de transmission. On est plus qu'un go-between parce que quand on fait ce travail entre des militaires des deux côtés qui viennent de terminer une guerre, on a besoin de mettre une planification en commun, d'élaborer cette planification, de la proposer aux deux parties, de faire les aménagements, de voir si ça colle ou pas, si ça fonctionne ou pas. Et vous avez vu que ce que je vous ai présenté les cartes, il y a une certaine forme de séquence. C'est séquencé parce que c'est saccadé, parce qu'on a dû franchir un certain nombre d'obstacles. Et donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille, effectivement. Donc, c'est beaucoup plus que du go-between. C'est un travail d'une implication considérable pour l'ensemble des parties. Et la FINUL est un acteur qui joue aussi ce rôle-là. La FINUL sur le terrain à Nakoura est un relais pour nous essentiel aussi. Il nous accueille. Il nous apporte l'expertise de terrain, il nous apporte une certaine finesse d'appréciation de situation. Et donc, nous travaillons en particulier entre Français de manière très étroite avec la FINUL pour justement apporter quelque chose de crédible. Dalal Mawad Al-Arabi TV. Aujourd'hui, la question que se posent les Libanais, c'est est-ce qu'il y a des garanties pour le départ complet d'Israël de ces 5 postes ? Et qui est devenue la proposition française que le ministre avait suggéré de remettre les 5 points aux forces de la FINUL. Est-ce que Israël a rejeté cette proposition? Et une dernière question, quel est le défi le plus important auquel est confronté le déploiement de l'armée libanaise aujourd'hui dans tout le sud du Liban, selon l'accord? Merci. Il y a une partie qui est plutôt de l'ordre diplo. Je fais juste la dernière partie. Sur le défi le plus important, je pense que c'est d'accompagner la population et de gérer les attentes de la population dans son retour, parce que les conditions de sécurité ne sont pas bonnes, je l'ai dit, pour plein de raisons.
Les conditions de sécurité ne sont pas bonnes, il y a beaucoup d'attentes. Et l'armée libanaise y va progressivement et elle doit y aller progressivement en conservant la confiance de la population. Donc pour moi, le défi premier, c'est d'accompagner les populations au niveau attendu par la population libanaise. Les Libanais, je pense, ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de leur armée et veulent que leur armée les accompagne sur le terrain et véritablement assure la sécurité, voire un peu plus loin parfois, assure ou participe à la reconstruction ou à la réinstallation. Donc c'est un gros défi pour les forces armées libanaises. Pour l'autre partie, elle est plutôt politique. Si Quentin voulait bien répondre. La meilleure garantie du retrait des Israéliens, c'est la pleine application de l'accord par l'ensemble des parties, et c'est donc les efforts qu'on mène pour continuer à faire en sorte que l'État libanais soit pleinement effectif dans sa souveraineté au sud du Litanie. S'agissant de votre deuxième question, oui, cette proposition est toujours sur la table, celle d'avoir la FINUL et les forces armées libanaises, hein, c'est en bonne coordination, qui réoccupe ces 5 points hauts. Pour l'instant, elle n'a pas été endossée par les Israéliens, mais on continue notre dialogue avec eux et avec la partie américaine. Par rapport aux garanties, si les Israéliens n'acceptent pas, parce qu'il n'y a pas de nouvelle échéance, que va-t-il se passer? Parce qu'ils ont eu la prolongation du côté américain. Je ne pense pas que c'était du côté français. Est-ce que les Français étaient d'accord pour cette prolongation? C'est pas une question d'accord ou de pas accord. C'est des décisions qu'ils ont prises. La garantie, c'est le texte qu'ils ont signé. Maintenant, il n'y a pas de mécanisme de recours à la force, par exemple, pour déloger les Israéliens. Donc, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, si cette obligation se prolonge, on va continuer nos démarches diplomatiques et on va les accentuer. Ça, c'est évident. Mais ça se fera par la voie diplomatique. Il n'y a pas de garantie sécuritaire de ça. Bien. On va prendre encore 2 questions sur le fond. Oui, bonjour, mon général Mathieu Rabéchaud, AFP. Pour prolonger la question du déploiement des troupes libanaises, je crois me souvenir que l'accord du 26 novembre prévoyait le déploiement au sud du Litanie de 10 000 hommes. Ces 10 000 hommes sont-ils déployés? Parce que je crois qu'au début, ça avait été un petit peu lent à se mettre en place. Et sur l'accord de cessez-le-feu lui-même, il avait été prévu pour une première phase jusqu'à fin janvier, je crois, jusqu'au 26 janvier. Il était prolongé jusqu'au 18 février. Il a manifestement été à nouveau prolongé. Est-ce que c'est jusqu'à une date spécifique? Comment est-ce que ça se passe? 2 questions fondamentales. La première, je vais commencer par la deuxième parce que je voudrais redire à tout le monde, encore une fois, qu'il y a une mauvaise interprétation de l'accord. L'accord de cessez-le-feu ne s'arrête pas à une date. L'accord de cessez-le-feu, il est permanent jusqu'à ce que quelqu'un le dénonce. Les dates qui ont circulé, qui continuent à circuler et qui nous dérangent dans notre réflexion d'ailleurs, ce sont des dates liées à l'article 12, c'est-à-dire l'article qui définit le retrait des Israéliens et le retour des forces armées libanaises au sud du Litanie. Voilà, ça n'a rien à voir avec la pérennité de l'accord de cessation des hostilités, encore une fois, qui est valide jusqu'à ce que quelqu'un dise voilà, je reprends la guerre. Donc ça, c'est un pari très important. Sur le deuxième point, c'est aussi très important, merci beaucoup, parce que effectivement, on considère, et ça avait été considéré comme ça au moment de la signature de l'accord, que pour assurer un contrôle de zone complet, global au sud de Litanie, il faudrait environ 10 000 hommes. Mais ces 10 000 hommes ne sont pas assortis à une date. Donc c'est un effort qui va se poursuivre. Les Libanais ont recruté en plus 1580 personnes là, qui ont terminé leur formation, qui sont en cours de déploiement, qui sont déjà même sur le terrain. Donc il reste, je crois, environ 4000 personnes à recruter. Mais les démarches sont en cours, en fait. Hein, on ne peut pas les lier à cette date du 26 janvier ou du 18 février. La démarche est en cours et ça sera un des travaux importants de la France, de faire en sorte, aux côtés des Américains surtout, et d'autres nations, que les Libanais puissent bien recruter, former, équiper, entraîner ces gens-là et se déployer sur le terrain. Mon général, pardon, la régie. Oui. J'ai une question en audio. Ok, on prend la dernière question en audio alors. Donc de Madame Takedine Randa, donc du journal Anar. Madame, c'est à vous. Oui, bonjour général. Je voulais vous demander quelle est votre évaluation de la capacité aujourd'hui de l'armée libanaise et du désarmement. Comment est-ce que le Sud Liban est désarmé complètement? Et pourquoi alors les Israéliens gardent ces 5 points? Et qu'en est-il du fait que la frontière syro-libanaise est encore très poreuse
et qu'il y a quand même des armes de ce côté-là. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'état de désarmement dans le sud et est-ce que vous avez des informations sur la frontière libano-syrienne et votre évaluation des capacités de l'armée libanaise en ce moment? Merci madame. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Je vais essayer de les traiter le plus complètement possible. Sur le premier point, les capacités de l'armée libanaise. Moi, je dissocierai quand même deux choses, la capacité et la volonté. Ce que l'on note, c'est que l'armée libanaise, d'abord, a renforcé ses capacités sur le terrain, un déploiement robuste, un déploiement avec plus en plus de troupes et surtout un état d'esprit et une volonté de réaliser sa part de travail qui est notable et que tout le monde reconnaît, y compris les Israéliens. Et ça, je pense que c'est important. Donc, il y a véritablement une démarche qui est proactive, qui est résolue. Et donc, je pense que les forces armées libanaises, aujourd'hui, font le travail qui leur est demandé dans le cadre de l'accord. Où en est le niveau de désarmement du Hezbollah dans le sud? Il a bien progressé. Moi, je ne peux pas vous donner un pourcentage, mais il a bien progressé. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse dans le cas du mécanisme, c'est qu'il est documenté. Il est documenté, photo à l'appui, chronolocalisé, géolocalisé, avec les films avant, après. Donc, il y a un travail qui est réalisé. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Sur la partie frontière syrio-libanaise, là, je suis moins dans ma zone de compétence, donc je ne vais pas trop répondre. Je ne vais pas trop répondre sur ça. C'est un point qui, effectivement, retient l'attention des Libanais. Mais moi, je suis véritablement centré sur la partie sud actuellement. Et je n'ai pas les capacités aujourd'hui de répondre sur la dernière question. Voilà. Merci Guillaume. Merci madame. Nous sommes contraints également par le temps, donc nous allons passer à la suite du point presse. Je remercie le général Ponchin et j'invite le porte-parole adjoint de l'état-major des armées à présenter le tour d'horizon des opérations françaises. Merci mon général, bonjour à toutes et à tous. Commençons tout de suite par l'Europe. L'Europe où l'action des armées françaises se caractérise par un engagement continu en faveur de la stabilité et de la sécurité collective de l'Arctique jusqu'à la Méditerranée. En Roumanie, d'abord, le bataillon multinational sous commandement français contribue à la posture défensive et dissuasive sur le flanc est. Cette semaine, les forces du bataillon sont exercées dans 3 domaines spécifiques, le combat d'infanterie, celui du génie, mais aussi sur la thématique du soutien médical en guerre de haute intensité. L'objectif demeure bien pour le bataillon de maintenir le plus haut niveau de préparation au combat en assurant la synergie et la cohésion des différentes nations contributrices. En Lituanie, cette fois, le déploiement des Rafales au sein de la mission EAP, Enhanced Air Policing de l'OTAN, se poursuit depuis la base aérienne de Šiauliai dans le cadre de la protection de l'espace aérien balte. Depuis le 1er décembre 2024, date du début du détachement, les Rafales ont procédé à 7 interceptions d'aéronefs russes. Et le 20 février dernier, le détachement français a mené 2 interceptions consécutives. D'abord un avion ravitailleur, Ilyushin 78, et ensuite un avion de renseignement, Ilyushin 20. Les 2 avions ne se conformaient pas aux réglementations aériennes internationales. En parallèle de ça, du 24 au 28 février, 2 Rafales se sont déployés en Suède, sur la base de Luleå, selon le principe dit ACE, Agile Combat Employment. Ce concept de déploiement rapide et agile fonctionne avec une empreinte logistique minimale. Mise en œuvre depuis 2022, ce mode d'action permet la dispersion rapide des moyens aériens sur différentes bases. Et l'objectif est de compliquer la manœuvre de renseignement adverse en diluant les moyens pour contrer la transparence du champ de bataille et ainsi conserver l'initiative. De plus, en Suède, un A330 MRTT, cette fois, déployé depuis la France, a réalisé des missions de ravitaillement en vol de 4 Gripen suédois et de 3 F-35 néerlandais. Ces déploiements s'inscrivent en permanence dans le cadre des missions Air Shielding de l'OTAN et témoignent de la solidarité et de l'engagement des forces aériennes européennes pour la protection du flanc Est. En Atlantique Nord, cette fois, le bâtiment de commandement et de ravitaillement, le BCR Somme, a intégré le groupe maritime permanent de l'OTAN pour participer à la défense des approches maritimes de l'Alliance. La Somme doit ensuite rejoindre la mer du Nord pour prendre part à un exercice amphibie qui s'appelle Joint Viking, qui simule la défense du territoire norvégien face à une agression. Environ 10 000 soldats de 8 nations, donc le Canada, la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Norvège bien sûr, et la France, prendront part à cet exercice qui est annuel.
Enfin, cette semaine, le patrouilleur de haute mer, l'enseigne de vaisseau Jakubé, a traversé les détroits danois pour prendre part cette fois à l'activité Baltic Sentry, dont l'objectif est de dissuader toute menace pesant sur les infrastructures sous-marines et stratégiques en mer Baltique. Cette opération de vigilance de l'OTAN fait suite aux dommages infligés au câble sous-marin reliant l'Estonie à la Finlande le 25 décembre dernier. Toujours sur le flanc oriental de l'Alliance, l'exercice Steadfast Dart 25 s'est terminé en fin de semaine dernière après des activités conjointes intensives. Cet exercice consistait en la projection rapide de forces suite à une agression simulée aux frontières de l'OTAN. En Roumanie, donc, la composante terrestre à laquelle la France participe sous commandement britannique s'est particulièrement entraînée au combat d'infanterie en zone urbaine ainsi qu'à l'assaut de positions de tranchées. Par ailleurs, les artilleurs français, roumains et espagnols ont mené des tirs d'artillerie dans le cadre de scénarios tactiques réalistes et intenses, renforçant aussi leur capacité à agir face à des situations de combat pouvant être abrasives. En mer Égée, sur le volet maritime de l'exercice, cette fois, il a vu la participation de 17 unités navales alliées, 2 bâtiments de la Marine nationale, le patrouilleur de haute mer Commandant Biro et le chasseur de mines tripartite Capricorne ont ainsi pu apporter leur contribution dans différents domaines de lutte. L'action des armées françaises dans le cadre de cet exercice, Steadfast Dart 25, s'inscrit pleinement dans les objectifs opérationnels définis par l'OTAN. Les exercices réalisés ont mis en évidence la réactivité des forces alliées et leur capacité à ajuster rapidement leurs dispositifs en Europe. La force de réaction rapide, ce qu'on appelle l'ARF, donc l'Allied Reaction Force, hautement préparée, permet à l'OTAN de répondre immédiatement à toute agression ou crise complexe. Cette ARF constitue une évolution du modèle de force de l'OTAN adapté à la suite de l'agression russe du 24 février 2022. S'agissant du soutien militaire à l'Ukraine, en Pologne, le détachement français poursuit la formation des forces armées ukrainiennes dans le cadre de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne, EUMAM. Cette semaine, la formation des chefs de groupe ukrainiens s'est concentrée sur des mises en situation lors d'exercices de combat en zone urbaine. Ces exercices ont intégré la gestion de menaces des drones ainsi que des actions dans un environnement de guerre électronique afin de renforcer les capacités opérationnelles ukrainiennes face aux défis modernes du champ de bataille. Ces formations répondent aux besoins exprimés par le partenaire et témoignent du soutien résolu de la France dans son appui militaire à l'Ukraine. Passons à la mission Jeanne d'Arc maintenant, Jeanne d'Arc 25, donc le 24 février 2025, le groupe amphibie constitué autour du porte-hélicoptère amphibie Mistral et de la frégate Surcouf à Paris de Toulon pour la mission Jeanne d'Arc. Pendant 5 mois, les équipages et détachements embarqués contribueront à différentes opérations et coopérations avec les pays partenaires de la France dans plusieurs zones d'intérêt en Atlantique. Et la première destination du groupe amphibie est le golfe de Guinée. La mission Jeanne d'Arc 2025 revêt un caractère à la fois formateur, avec l'instruction bien sûr des futurs officiers de la marine, et opérationnel grâce aux contributions aux missions et aux opérations françaises. Celle-ci inclut des capacités d'action élargies grâce au groupement tactique embarqué de l'armée de terre, comprenant un sous-groupement aéromobile embarqué à bord du PHA. On va passer maintenant à la zone proche et Moyen-Orient et on va refaire un petit détour par le Liban. Au Liban, la France continue d'œuvrer pour le maintien de la paix et de la stabilité du pays. Les militaires de la Force Commander Reserve, la FCR de la FINUL, poursuivent leur patrouille à travers l'ensemble de la zone d'opération. Du 20 au 21 février, les militaires français et finlandais de la FCR ont conduit l'opération Seyak One en coordination avec les forces armées libanaises. Dans ce cadre, la FCR a déployé des moyens importants avec près de 200 casques bleus, 50 véhicules blindés, une section du génie ainsi qu'une équipe cynophile spécialisée dans la recherche d'explosifs. Au cours de cette mission, les unités de la FCR, en coordination avec les forces armées libanaises, ont mis à jour un arsenal important comprenant une centaine d'explosifs sur les rives sud du Litanie. Déterminée à faire appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la FINUL appuie quotidiennement l'action des forces armées libanaises dans le sud du pays. Détour cette fois par Djibouti, où du 9 au 13 février, une cinquantaine de membres des gardes-côtes et des élèves officiers de l'Académie militaire interarmée djiboutienne effectuent un stage d'aguerrissement au centre d'entraînement au combat et d'aguerrissement au désert. Cet entraînement conjoint a permis de renforcer les liens entre les forces djiboutiennes et les forces françaises. En Afrique, désormais, au Gabon en particulier, du 3 au 21 février, les forces françaises ont organisé une formation au profit des fusiliers marins gabonais dans le cadre du partenariat militaire avec les forces armées gabonaises.
L'objectif de cette formation était de préparer les militaires à des fonctions de sûreté maritime, notamment dans le domaine de la lutte contre la piraterie, le braconnage et le terrorisme. Les stagiaires ont ainsi été formés aux techniques d'intervention, au secourisme au combat, au tir et à la conduite de visites à bord de navires. Les armées françaises s'engagent aux côtés des forces armées gabonaises dans une coopération militaire qui est renouvelée et qui s'appuie sur une vision partagée des enjeux sécuritaires. Passe désormais à l'Indo-Pacifique et en particulier aux forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. À Mayotte, la mobilisation des armées pour la reconstruction se poursuit activement. L'action du bataillon de reconstruction soutient l'initiative des autorités publiques et s'effectue sous l'autorité du ministère des Outre-mer. Les premiers chantiers, lancés à la demande de la préfecture, ont débuté avec l'engagement des militaires dans des campagnes de déblaiement en vue du rétablissement et de la sécurisation des infrastructures municipales de Mayotte. Cette semaine, des actions ont aussi eu lieu sur la commune de Tsigoni et aux abords de la rivière Akwa afin de libérer les voies de communication demeurées obstruées. L'expertise et l'expérience des sapeurs des armées françaises pour ce type de chantier en environnement complexe vient appuyer les autres services de l'État dans cette mission de reconstruction. Passer maintenant à la mission Clémenceau et le groupe aéronaval, qui, après l'exercice Pacific Stellar, donc le groupe aéronaval a conduit des entraînements conjoints avec les forces armées philippines, alors que les avions de patrouille maritime ATL-2 effectuaient des vols de coopération avec les chasseurs philippins. Une frégate du GAN a réalisé des manœuvres le 21 février avec 2 bâtiments de la marine philippine. Cette activité s'inscrit dans la continuité du développement de la coopération militaire bilatérale entre la France et les Philippines. Enfin, en Polynésie française, du 20 février au 1er avril, la frégate de surveillance prairiale mène la mission Aquarius, qui est dédiée à la lutte contre la pêche illégale dans la zone économique exclusive française. Ce déploiement témoigne de l'engagement des armées à préserver les ressources halieutiques, à lutter contre les trafics en tout genre et à protéger la biodiversité ainsi que l'environnement marin. Et on va terminer par les Antilles et la Guyane avec le déploiement Bubo 25. Et depuis le 17 février, un détachement de l'armée de l'air et de l'espace composé de 3 A400M, 3 Rafales et 1 E3F AWACS s'est déployé en Guyane dans le cadre de la mission Bubo 25. L'objectif principal de cette opération est de renforcer le dispositif interarmé qui s'appelle Titan et qui assure la sécurisation du centre spatial en vue du lancement prochain de la fusée Ariane 6. En attendant le lancement, ce déploiement est mis à profit pour soutenir des opérations de police des pêches et de lutte contre l'orpaillage s'agissant de l'opération Harpie. Un déploiement temporaire de 3 Rafales et d'un Cana 400M en Martinique a également permis de montrer la présence de ces moyens dans les Antilles. Cette opération illustre ainsi la capacité des armées à déployer rapidement des moyens complémentaires dans les territoires ultramarins. Et j'en ai terminé. Oui, une question sur le fond. Bonjour, Mathieu Rabéchaud, AFP. À propos du déploiement du GAN, si l'on en croit la carte que vous avez montrée, qui n'est peut-être pas représentative de la réalité, le porte-avions, enfin en tout cas le groupe aéronaval se trouverait en mer de Chine méridionale. Est-ce le cas? Et si oui, j'imagine que c'est pour assurer la liberté de circulation des mers. Est-ce que la Chine a réagi d'une manière ou d'une autre? Alors effectivement, le groupe aéronaval, après avoir réalisé l'exercice Pacific Stellar avec les États-Unis et le Japon, qui lui s'était tenu en mer des Philippines, est désormais en mer de Chine méridionale. Il a donc fait escale à Manille et désormais il est en route vers le Vietnam et donc en mer de Chine méridionale. Ce qu'il faut noter, c'est que l'exercice tripartite qui s'est tenu en mer des Philippines a bien été perçu par les Chinois comme étant une volonté différenciée d'activité entre la mer des Philippines et la mer de Chine méridionale. S'agissant de l'activité en mer de Chine méridionale, je vous ai donc fait part de l'activité bilatérale avec les Philippins. Évidemment, il y a une surveillance chinoise, des approches chinoises en mer de Chine méridionale. Et j'ai envie de vous dire, à l'instar de ce que nous faisons dans nos approches. Donc il n'y a pas une agressivité particulière, il y a juste un marquage du groupe aéronaval sans agressivité en mer de Chine méridionale. Une autre question? Question en audio peut-être?
Très bien. Dans ce cas, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de passer à la dernière partie du point presse. Nous allons revenir sur le conflit en Ukraine. Le 24 février a marqué les 3 ans de l'invasion russe de l'Ukraine, l'une des plus graves violations de l'ordre de sécurité européen depuis des décennies. De nombreux enseignements peuvent être tirés des années de conflit qui ont suivi pour nos forces comme pour la réflexion stratégique dans son ensemble. L'armée de terre et la marine nationale nous ont ainsi exposé la semaine dernière les leçons qu'elles retiennent de cette guerre. Aujourd'hui, l'armée de l'air et de l'espace vient compléter cette analyse. Je cède donc la parole au général de division aérienne Pierre-Stéphane Weiss, sous-chef activité de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Merci Laurent. Bonjour à tous. Je suis le général de division aérienne Pierre Weiss, sous-chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Et en tant que responsable de l'activité, je coordonne et répartis au sein des commandements et des brigades les opérations qui nous sont confiées et les entraînements nécessaires à la préparation des équipages. Ces deux activités, opération et préparation opérationnelle, se nourrissent des retours d'expérience, qu'ils soient internes ou externes, que collecte un des bureaux d'état-major. Et c'est donc sur la base de ce retour d'expérience de 3 ans de guerre en Ukraine que je viens partager avec vous les enseignements principaux dans le domaine des opérations aérospatiales sur le front de l'Est. Alors bien sûr, je n'ai pas la prétention de vous dire que les constats et les enseignements tirés de ce conflit sont exhaustifs ni complets, la transparence du champ de bataille ayant ses limites. La première limite est qu'il est extrêmement complexe de discerner entre la limitation de l'outil de combat d'un belligérant et l'intention qui a guidé l'action. C'est un peu générique, donc à titre d'illustration, et pour entrer directement dans le vif du sujet, la manière dont la Russie a conduit son attaque du 24 février 2022 laisse très perplexe l'aviateur que je suis. Pourquoi une armée qui disposait alors d'un rapport de force dans le domaine aérien 10 fois supérieur à celui de son adversaire n'a-t-elle pas employé son atout majeur que constituaient ses forces aérospatiales? Cette question, je me la suis posée dès la mi-journée du 24 février, lorsque les premiers bilans des frappes dans la profondeur du territoire ukrainien ont été connus. Trop peu de frappes, trop imprécis, non centrés sur le dispositif de défense aérienne. Mêmes interrogations le lendemain pendant l'assaut sur l'aéroport de Gostomel et les pertes massives d'hélicoptères. Puis stupéfaction de voir des Ilyushin 76 abattus par les Ukrainiens avec des centaines de parachutistes russes à bord. Comment le commandement russe peut-il enclencher ce type d'opération sans campagne aérienne préalable afin de conquérir la supériorité aérienne? Donc vous l'aurez compris, le constat majeur qui concerne l'emploi de la puissance aérospatiale dans ce conflit est qu'aucun des deux belligérants n'a réussi à dominer le ciel. C'est cela la supériorité aérienne, se rendre maître du ciel pour bénéficier de la liberté d'action qui permet ensuite de toujours être à l'initiative, de faire des bascules d'effort et de disposer d'appui aérien pour faire la différence au contact. Sans supériorité aérienne, facteur impérieux de ce que l'on appelle la supériorité opérationnelle, c'est un retour à la guerre de position, une guerre des tranchées très abrasive qui induit une attrition extrêmement élevée et finalement très peu de manœuvres. Alors quelques pistes pour comprendre cette situation. Du côté ukrainien, le rapport de force est très défavorable, je vous l'ai dit. Il ne leur permet pas d'espérer obtenir la supériorité aérienne, même si, dès les premiers jours, ils ont fait preuve d'énormément d'imagination pour résister à l'invasion. Ils ont tenté de limiter les dégâts causés par les attaques des missiles de croisière et des missiles balistiques russes. Par la mobilité, la déception, le camouflage, tout a été mis simultanément en œuvre afin de conserver le peu de systèmes solaires disponibles leur permettant de s'opposer à l'envahisseur. Par ailleurs, leurs quelques chasseurs d'ancienne génération qu'ils avaient encore, les Sukhoi 24 ou les MiG-29, ont été engagés ponctuellement. Vous avez tous en tête le fameux fantôme de Kiev, qui, d'après la communication de guerre ukrainienne, protégeait le ciel de la capitale des attaques aériennes russes. Ce besoin de supériorité aérienne, l'Ukraine l'a bien identifié et l'a manifesté très tôt avec la demande des autorités ukrainiennes auprès de l'OTAN d'établir une no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne, en bon français. Puis plus tard, nouvelle demande afin d'être équipé de chasseurs modernes dotés de missiles performants. Côté russe, en dépit d'un rapport de force largement favorable dans les airs, les effets de la puissance aérienne ne sont pas suffisants pour remporter la victoire rapidement. Probablement, la raison principale réside dans une défaillance doctrinale liée à une faible intégration interarmée,
un dysfonctionnement du commandement aérien et des manques de compétences au niveau tactique. Ce dernier point n'est finalement pas nouveau. La chute du rideau de fer nous avait permis, dès les années 90, de mesurer a posteriori le niveau de compétence dans le domaine aérien au sein des unités anciennement du pacte de Varsovie. De plus, les forces aérospatiales russes subissent largement les facteurs limitants de décision de commandement qui, d'une part, semblent les cantonner à un rôle d'appui aux opérations terrestres et, d'autre part, accordent une place prépondérante au feu délivré par l'artillerie. Pas de supériorité aérienne donc, mais on a pu observer tout au long du conflit ce que j'appelle un ersatz de campagne aérienne. Il s'agit plutôt d'une dynamique qui a été d'ailleurs croissante, de frappe dans la profondeur du territoire adverse par différents moyens aériens, des missiles initialement, puis des drones et maintenant des drones en masse. Cette campagne a été soutenue par un processus de ciblage adossé aux moyens spatiaux disponibles de part et d'autre, extrêmement dissymétriques d'ailleurs. Du côté russe, ils ont frappé constamment depuis le premier jour sur le territoire ukrainien dans la profondeur, mais de manière extrêmement désordonnée. Ils ont utilisé toute la panoplie disponible, missiles de croisière, missiles balistiques de leur arsenal qui était assez large, mais finalement en nombre limité. Et ces capacités de frappe à distance ont été vite touchées par les limites des cadences de production, impactées en plus par les embargos occidentaux. Pour compléter ces moyens rares et chers, un rapprochement de circonstances a été opéré avec l'Iran, qui dispose de capacités de nuisance à longue portée, basées sur des technologies très faciles d'accès. Je veux parler des fameux drones préprogrammés Shahed, qui ont très rapidement fleuri en Ukraine, et qui sont produits en masse pour un coût modique. Vite adaptés par le complexe militaro-industriel russe, c'est la version Guéran du Shahed, des drones suicides préprogrammés ce sont des sortes de missiles de croisière du pauvre qui finalement permettent de saturer les défenses aériennes adverses et d'épuiser leurs munitions. Les vagues d'attaques qui ont été de plus en plus denses, les vagues d'attaques russes qui ont été de plus en plus denses au cours du conflit, mobilisent et combinent missiles de croisière et balistiques, ce qu'il en reste dans l'arsenal russe, qui sont dédiés à des cibles à forte valeur ajoutée, et ces drones, rebaptisés depuis One Way Attack, acronyme anglo-saxon, dont certains ne sont que des leurres d'accompagnement. Du côté ukrainien, des drones de toute taille ont été développés de manière très rapide en utilisant des composants du commerce et un dynamisme industriel remarquable. Les plus petits permettent d'agir sur la ligne des contacts et ont pris le relais de l'artillerie. Mais eux aussi permettent aux mains de partisans infiltrés en territoire russe, dès le début, de mener des actions en profondeur et de porter la guerre au cœur de la Russie. Elle avait été épargnée initialement par cette opération spéciale qui se déroulait loin de Moscou. Puis, montant progressivement en gamme, la panoplie des drones suicides préprogrammés développés par l'Ukraine s'est étoffée, qui a permis de mener des frappes sporadiques mais symboliques dans la profondeur du territoire russe, à plus de 1000 km de la ligne de front. Parallèlement, le soutien occidental a évolué avec le don de roquettes à longue portée, de missiles de croisière, et ces outils adossés, ces moyens nouveaux d'ailleurs pour l'Ukraine, adossés à des services spatiaux occidentaux comme le réseau Starlink, leur ont permis de développer une campagne de ciblage sur les arrières du front et sur les territoires occupés. Peu nombreux, ces armements ont néanmoins permis de faire mal en touchant des cibles à forte valeur ajoutée, comme des postes de commandement ou des bâtiments de la marine russe, détruits pour la plupart au port. Alors voilà pour le constat et les quelques explications que l'on peut en tirer dans ces grandes lignes. Maintenant, quels sont les enseignements principaux que l'armée de l'air et de l'espace tire pour s'adapter à la haute intensité? Parce que le cœur du sujet, c'est le retour de la haute intensité. Alors tout d'abord, je tiens à rappeler que la préparation de la haute intensité est dans l'ADN profond de l'armée de l'air et de l'espace, portée en cela par la mission permanente de dissuasion nucléaire. 4 fois par an, nous simulons des raids aériens massifs qui affrontent une défense aérienne adverse, simulée et extrêmement robuste. Le conflit ukrainien jette néanmoins une lumière un peu plus crue sur ces besoins qui sont déjà connus, mais que la désinhibition du recours à la force de nos compétiteurs rend d'autant plus urgent à satisfaire. Et donc j'en ai sélectionné 3 que je vais détailler. Le premier concerne le nombre de munitions nécessaires à un conflit de haute intensité. C'est le synonyme du besoin de masse pour une force aérospatiale. Or, cette masse ne peut pas être atteinte que par des armes de haute technologie, trop coûteuses à détenir en nombre suffisant. Il s'agit donc de compléter ces armes, dites de décision, précises, capables de survivre
dans des environnements très contestés, par des armes à faible coût de fabrication et dont la production peut être rendue possible en un temps court. Donc, dans le domaine de l'attaque, en pénétration des défenses adverses, ces munitions d'accompagnement permettraient par exemple de saturer les systèmes de détection ou d'engagement et d'offrir des opportunités tactiques aux missiles de précision. Nous travaillons sur ces concepts de drones d'accompagnement, qu'ils soient motorisés ou non, qui permettent de brouiller l'espace aérien adverse et de le saturer. Dans le domaine de la défense, ce constat s'applique aussi. On a besoin de panacher l'armement défensif nécessaire, ne serait-ce que pour pouvoir se protéger face aux attaques saturantes adverses, avec des effecteurs taillés au plus juste besoin, adaptés à chaque type de menace. Ce conflit a souligné le besoin de disposer d'une défense solaire multicouche, intégrant la lutte anti-drone. Dernier point dans ce domaine, l'importance d'un commandement centralisé de la défense aérienne, afin notamment d'éviter les tirs fratricides dont le risque d'occurrence est multiplié avec l'augmentation du volume de ferraille en l'air. Deuxième enseignement, l'urgence de se réapproprier la maîtrise du spectre électromagnétique, autrement dit la guerre électronique. Le conflit ukrainien nous rappelle que les enjeux électromagnétiques sont majeurs sur le champ de bataille. Il s'agit de pouvoir détecter, identifier et localiser les systèmes adverses qui émettent pour les contourner, les leurrer ou les neutraliser. Il faut aussi pouvoir protéger nos plateformes les plus précieuses par des dispositifs de protection dans les champs électromagnétiques, infrarouges ou électro-optiques, domaine que nous n'avons jamais abandonné heureusement, mais qu'il convient de renforcer. Enfin, il s'agit de pouvoir disposer de systèmes de brouillage offensifs permettant d'aider à pénétrer les défenses adverses ou à les supprimer. C'est la mission de suppression des défenses aériennes, connue sous l'acronyme SEAD. Cette mission-là, l'armée de l'air a décidé de faire un effort particulier, car elle a été abandonnée au cours des dernières décennies qui ont été marquées par des combats très asymétriques. Et je reviens ainsi sur le premier sujet, celui des munitions. Dans le domaine de la suppression des défenses aériennes adverses, il est indispensable de se doter d'un missile dédié à la suppression des systèmes solaires adverses. Précis, très véloce, donc probablement cher, et permettant d'obtenir un avantage décisif sur l'adversaire, et il sera complété et épaulé par des armements plus simples pour accompagner et faciliter cette mission de SEAD. Enfin, troisième domaine d'importance, souligné par ce conflit, le segment spatial en appui des opérations, que ce soit en observation, en communication ou en navigation. Les Russes ont utilisé leurs quelques satellites patrimoniaux pour alimenter un processus de ciblage de manière pas très efficace d'ailleurs. Et les Ukrainiens, ne disposant d'aucun moyen patrimonial, se sont retrouvés complètement dépendants de services fournis par les Occidentaux, comme l'opérateur privé Starlink, avec les limitations de cette dépendance. Notre modèle est constitué principalement de moyens patrimoniaux, mais il est limité par le coût unitaire de chaque satellite. Il doit donc être maintenant consolidé par l'achat de services commerciaux qui permettent de combler les lacunes des satellites patrimoniaux. Je pense notamment au taux de revisite pour les capacités d'observation image, indispensables au cycle de ciblage. Et concernant les réseaux de communication, les constellations commerciales démultiplient la bande passante disponible et offrent un service plus résilient car redondant du patrimonial. En revanche, ne compter que sur des services externalisés représente une grande faiblesse par la dépendance générée. La solution que nous préconisons et sur laquelle nous travaillons est constituée d'un noyau de moyens souverains, complété de contrats civils bien ciblés. Enfin, et pour conclure, dans le continuum air et espace, il convient de ne pas oublier la très haute altitude. Même si elle a été très peu utilisée en Ukraine, seuls les missiles balistiques ont transité dans cette tranche d'altitude. Cette frange comprise entre les milieux aérien et spatial est encore libre d'utilisation et offre de grandes opportunités, notamment en termes d'action aérospatiale. Tout ceci en dehors de la portée de la menace solaire. Nous avons donc une carte à jouer en investissant dès à présent cet espace qui est libre de contraintes. L'année 2025 sera d'ailleurs riche en événements dans ce domaine pour l'armée de l'air et de l'espace. Je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des questions en salle ou en audio? Oui, en salle. Bonjour mon général, Pierre Julien, donc indépendant et aerospace. Vous mettez effectivement le doigt dans le domaine que moi j'appelle le si dans SEAD. C'est vrai que depuis la fin de la S-37 Martel, la France n'a plus vraiment les moyens. On en est où justement, puisque pratiquement chaque année on nous annonce que les travaux avancent, que les études sont faites, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, vous parliez des exercices poker
qui sont remarquables, hein, c'est vrai, mais bon, heureusement, on sait qu'on peut faire, mais pour neutraliser les systèmes de défense solaire adverses, il vaut mieux passer aussi par les growlers américains, quoi, ça peut aider de toute façon. Donc, où en est-on de ces programmes SEED? Et puis, autre question, vous savez que les journalistes adorent les chiffres. Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan actuel de l'armée de l'air ukrainienne? Encore combien d'avions? J'allais dire F-16 et Mirage compris, bien sûr. Et puis pour le fantôme de Kiev, la propagande ukrainienne a été remarquable. Oui, alors merci pour ces questions. J'imagine que la plupart d'entre vous ont lu l'interview du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace dans le Figaro ce matin, qui aborde justement ce sujet, le sujet du poste Martel, qui s'appelle le RJ-10 et dont le développement est en cours. Mais le SEA-2, la SEED, ce n'est pas que un missile, c'est pas le silver bullet. C'est aussi la capacité à pénétrer en très basse altitude, très grande vitesse. C'est aussi les drones d'accompagnement. Voilà, c'est un ensemble global sur lequel on travaille. Le cyber, bien évidemment. Donc tous ces sujets-là sont sur la table et on n'attend pas évidemment les deux pieds dans le même sabot. Donc on travaille beaucoup là-dessus pour pouvoir progresser. Alors les chiffres, quand on a deux belligérants qui sont en guerre, les chiffres, on ne peut pas les avoir. Voilà. On sait que le nombre de missiles, de vecteurs aériens hérités de l'ère soviétique est en décroissance, ne serait-ce que pour des questions de maintenance. Ils continuent à voler. Les MiG-29 sont toujours actifs. Voilà, des F-16 ont été livrés, des Mirages également, mais je ne vous donnerai aucun chiffre, évidemment. Bonjour, mon général Mathieu Rabéchaud, AFP. Les Russes, depuis de nombreux mois maintenant, font un état de plus en plus important de bombes planantes pour frapper les cibles ukrainiennes. Quels enseignements tire-t-on côté français, à la fois pour s'en prémunir si besoin était, ou pour adapter ce type d'usage par l'armée de l'air? Oui, merci de cette question. J'avais prévu d'aborder, mais un peu contraint par le temps. J'ai skippé cette partie bombe planante qui est un des développements assez intéressants de voir comment les Russes se sont adaptés, puisque sur la ligne de front, rapidement, les troupes se sont dispersées et enterrées dans des moyens durcis qui permettaient de résister à l'artillerie, puis aux drones suicides, dits FPV, First Personal View, qui ont complètement gelé ce combat, bien qu'il soit resté extrêmement abrasif en termes de pertes. Et de façon à faire bouger les lignes, les Russes ont adapté effectivement des bombes de jusqu'à 3000 kg avec des kits de guidage et des kits pour les rendre pour augmenter leur portée en les faisant planer. Ça a changé complètement la menace sur le front. Quand on prend 3000 kg sur un environnement légèrement durci, il ne résiste pas. Les cratères sont énormes. Donc ça a changé et ça se matérialise notamment quand on compare le combat Bakhmout, qui a duré des mois, et Advivka, qui a été embarqué en quelques semaines, grâce à un effort russe très important dans ce domaine-là. Alors, là-dessus, je pense qu'ils ont plutôt copié l'A2SM français. Cette élongation des bombes de précision, ça fait plus de 15 ans qu'on les a en service, elles ont fait leurs preuves, elles permettent notamment de contribuer à la mission SEAD contre des systèmes solaires pas très performants, parce qu'elles ont des capacités de pénétration et d'élongation, de tir stand-off, comme on dit. Donc voilà, on n'est pas en retard là-dessus. La grosse question, c'est le coût. Voilà. Est-ce que l'on serait capable de faire la même chose, c'est-à-dire de prendre une bombe Mark 82 et de souder des ailes autour pour faire la même chose? Mais on l'a dans le stock, on l'a dans notre arsenal, et d'ailleurs, les Américains ont remarqué que c'était quand même un des armements de différenciation. Une autre question? En audio peut-être? Non, pas de questions en audio. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre présence et votre attention, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point presse. Merci.